Monsieur Kochesh, vous êtes l'un des commentateurs les plus en vue en Iran sur les questions militaires, politiques et de politique étrangère. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui, alors que l'Iran et les États-Unis semblent replonger dans la guerre, peut-être même vers un conflit à grande échelle. Bienvenue dans The Grey Zone. Comment en est-on arrivé d'un cessez-le-feu à Trump déclarant que le protocole d'accord était parti en fumée? Madame Vu, qui est responsable? Vous savez, le protocole d'accord se déroule en deux phases. La première comprend les paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11. Ce sont les prérequis, on les considère comme des mesures de confiance, à condition qu'ils soient appliqués. Et si ces mesures sont mises en œuvre, surtout par les États-Unis d'ailleurs, alors les négociations pourraient commencer sur 9 autres paragraphes. Chacun demandera beaucoup de temps. Bien sûr, on a dit que les négociations devraient se tenir en 60 jours, mais évidemment ce délai pourrait être prolongé. Alors qu'est-ce que la première phase? Elle comprend 5 actions. D'abord, la levée du blocus maritime américain contre l'Iran. Ensuite, la libération des avoirs iraniens. Troisièmement, le retrait des forces israéliennes du Liban et l'arrêt des attaques partout, en particulier au Liban. Un autre point, c'est l'exemption accordée à l'Iran pour ses exportations de pétrole. Et cinquièmement, Téhéran devait rouvrir le détroit d'Ormuz. En réalité, depuis le premier jour, rien de tout cela ne s'est concrétisé, à part la réouverture partielle du détroit d'Ormuz. Les avoirs iraniens gelés n'ont toujours pas été libérés. Les Israéliens sont toujours dans le sud du Liban et poursuivent leurs attaques. Ils ne se sont pas retirés jusqu'aux frontières. La seule chose que les Américains ont faite, c'est accorder à l'Iran des exemptions pétrolières qui ont ensuite été annulées. Les sanctions sont de nouveau en vigueur. C'est arrivé il y a quelques jours. Et le secrétaire d'État américain a aussi averti qu'il pourrait envisager à nouveau un blocus maritime. Comme vous pouvez le constater, les États-Unis n'ont pas respecté les termes de l'accord. De son côté, l'Iran devait rouvrir le détroit d'Ormuz sous certaines conditions précises. Dans la première phase, qui comprend ces 5 paragraphes, il est indiqué très clairement que l'Iran en aura la responsabilité. La réouverture du détroit d'Ormuz se fera sous l'autorité exclusive de l'Iran. Téhéran fixera les protocoles. Qui peut passer, qui ne le peut pas, et dans quelles circonstances. Et malheureusement, depuis le premier jour, les États-Unis ont tenté d'ouvrir un autre couloir, parallèle à celui de l'Iran, sur les côtes d'Oman. Rien de tout ça n'apparaît dans le protocole d'accord. Le texte dit clairement que dans la première phase, seul l'Iran est concerné. Dans la deuxième phase, les négociations continuent. Au final, s'il devait y avoir un accord qui se profile à l'horizon, il devrait englober plusieurs points. La clôture du dossier nucléaire iranien par les deux parties, la levée de toutes les sanctions primaires, secondaires, celles de l'ONU, de l'AIEA, et ainsi de suite. Et un mécanisme conjoint devrait être mis en place entre l'Iran et Oman dans l'accord final. Cela signifie que l'autorité iranienne sur le détroit d'Ormuz resterait en place pendant au moins 60 jours, non seulement pour la première phase, mais jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'un accord voie le jour. Si un accord voit le jour, d'accord, alors il devrait y avoir une sorte de mécanisme conjoint entre l'Iran et Oman. Donc on voit bien que c'est encore loin. On parle d'un accord qui pourrait se faire ou pas dans l'avenir. À l'origine, c'est l'Iran qui devait être seul responsable. Mais dès le premier jour, les États-Unis ont commencé à ouvrir un nouveau corridor maritime sur les côtes d'Oman, en totale violation du protocole d'accord. Je m'en souviens très bien. Il y a quelques jours, j'étais invité sur Al Jazeera English. L'ancien ambassadeur américain en Tunisie débattait avec moi et il a dit très simplement que les protocoles d'accord ne sont pas de vrais accords. On peut les respecter,
ou pas, on peut les violer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est une feuille de route, mais on n'est pas obligé de suivre le même chemin. Donc quand on s'en fiche, on la viole. Et eux, ils l'ont violée. Allons un peu plus loin. Nous n'avons jamais cru que les États-Unis cherchaient une solution définitive. Les États-Unis n'ont jamais voulu, vous savez, résoudre le conflit avec l'Iran, que ce soit sous Obama, George W. Bush ou d'autres. Ils ont toujours suivi une stratégie d'endiguement. Et dans ce protocole d'accord, c'est encore la même chose. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements dans un protocole d'accord ou un accord avec l'Iran. Dans l'accord d'Alger, après la prise de l'ambassade américaine à Téhéran, ils n'ont pas respecté les termes. Puis en 2001, en Afghanistan, puis en 2003, en Irak, et plus tard avec l'accord sur le nucléaire iranien sous l'administration Obama, tous ont reconnu que l'Iran avait toujours respecté les termes des accords, qu'il s'y était pleinement conformé. Même des responsables américains et européens l'ont admis. Mais les États-Unis et les Européens, eux, n'ont jamais respecté leurs engagements, notamment celui de lever les sanctions. Ils ne l'ont jamais fait. Donc ce n'est pas seulement... Et quand on parle de Donald Trump, ce n'est pas seulement à propos de l'Iran. Il a défié toutes les règles. Ce n'est pas juste une histoire d'exemption de carton rouge à la Coupe du Monde ou de jouer avec les règlements, de discuter avec le secrétaire ou le président de la FIFA. Non. Eux, et surtout Donald Trump, font la même chose depuis son arrivée au pouvoir, dès son premier mandat. Il a rejeté le traité INF sur les missiles balistiques avec les Russes, le traité ciel ouvert avec les alliés comme avec les adversaires, l'accord tarifaire avec les Chinois, l'accord de Paris sur le climat, l'ALENA, l'accord transatlantique, le JCPOA, et la liste est encore longue. Il ne respecte pas les règles. Il n'a jamais voulu jouer selon les règles. Donc dès le départ, on savait qu'il allait probablement les défier. Mais la décision a été prise ici de lui donner une chance, après qu'il a accepté de discuter des conditions iraniennes pour mettre fin au conflit. Maintenant, c'est parfaitement clair qu'il viole les règles. En réalité, il suit un plan qui n'a jamais été vraiment secret. Comme il a échoué à ouvrir ce commerce par la guerre, il a voulu faire la même chose, mais sous les conditions du cessez-le-feu. Donc, il bombarde de temps en temps les installations iraniennes de radars, de missiles et de drones parce qu'il viole les termes de l'accord. Les Iraniens, eux, estiment qu'ils sont dans leurs droits, selon le protocole d'accord ou même en dehors, pour défendre leurs intérêts et empêcher les États-Unis de violer les conditions et les protocoles du détroit d'Ormuz. Alors ils essayent d'empêcher les Américains de passer par le couloir américain parce que pour eux, c'est une violation. Même avant la guerre, ça n'avait jamais été le cas. Donc dès que les Iraniens tirent des coups de semonce sur des navires, juste pour rappeler qu'ils ne peuvent utiliser que le couloir iranien, les Américains se mettent à bombarder des installations iraniennes. Radars, missiles, drones. Et ça montre bien qu'en réalité, ils cherchent à effacer les capacités de surveillance et d'infrastructure militaire de l'Iran pour pouvoir avancer, prendre le contrôle de ce commerce ou même attaquer l'Iran. Dans ces conditions, les Iraniens ne cesseront jamais, vraiment jamais de se défendre. En ce moment même, alors qu'on parle de la situation, l'Iran vient de tirer un grand nombre de missiles sur des bases américaines. Ils sont en vol, je crois, et ils vont bientôt atteindre leur cible sur les côtes sud du golfe Persique. Apparemment, Donald Trump veut reprendre la guerre parce que cette voie ne mène nulle part. Il faut s'attendre à une troisième phase du conflit, après celle de l'an dernier et celle de cette année. Il y aura une troisième guerre, et je pense qu'elle sera bien plus dévastatrice. Elle ne se limitera pas à cette région comme la dernière, qui avait duré 40 ou 42 jours. Elle ira bien au-delà,
elle impliquera beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres puissances, et je crois que les deux camps chercheront à en finir une bonne fois pour toutes dans cette troisième phase de la guerre. Comment la guerre pourrait-elle s'étendre au-delà de la région? Vers quelles autres zones pourrait-elle se propager? Et est-ce qu'elle pourrait aller jusqu'aux États-Unis? Cela impliquera forcément d'autres régions. Vous savez, Bab el-Mandeb reste toujours une option. Ça l'a toujours été pour le front de la résistance, pour l'Iran et ses alliés. Et l'Iran dispose de vastes moyens et de grandes capacités à travers le monde. Il peut frapper les États-Unis et Israël dans des endroits et de manière qu'il n'aurait jamais imaginées. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le lieutenant-général Salami, assassiné, avait déclaré il y a 5 ou 6 ans que si on les menaçait, leur réponse ne se limiterait pas à la région, mais s'étendrait à l'échelle mondiale. Il y aura donc une bataille sur la scène internationale. L'Iran compte de nombreux soutiens, de nombreuses capacités, un peu partout dans le monde. Jusqu'à présent, Téhéran a fait de gros efforts pour contenir le champ de bataille, pour le maintenir uniquement dans cette région. Mais s'ils continuent comme ils l'ont fait hier ou la nuit dernière dans le nord de l'Iran, ils ont frappé un pont d'infrastructure, un lieu très important pour les corridors de transit iraniens. Alors la situation pourrait bien changer. C'est pas clair si des avions américains, en tout cas c'est pas clair pour moi, ont décollé d'un des pays du Nord, des pays situés au nord de l'Iran, ou d'un autre endroit. Si c'est depuis l'Azerbaïdjan, le Turkménistan ou ailleurs, si les avions sont partis de là, cela veut dire que les États-Unis cherchent à impliquer d'autres acteurs, d'autres participants dans ce conflit. Parce qu'ils savent que s'ils utilisent des bases situées dans des pays de la CEI, ces pays deviendront forcément des cibles légitimes pour l'Iran, potentiellement. Donc en réalité, ils font appel à d'autres acteurs de la région pour élargir le champ de bataille, pour porter le conflit sur une scène plus vaste. Et cette fois, le théâtre des opérations sera sans aucun doute plus large qu'avant. La guerre prendra une plus grande ampleur, avec davantage de parties impliquées, davantage d'acteurs, des partisans comme des opposants. Pensez-vous que tous ces appels à viser Trump personnellement, à l'assassiner, qu'on a entendus pendant les funérailles, indiquent un véritable changement de politique de la part de l'armée et des services de sécurité iraniens? C'est comme ça depuis le premier jour, depuis qu'ils ont assassiné le général de division ou lieutenant-général Qassem Soleimani il y a des années. L'Iran n'a jamais caché, au contraire, qu'il avait l'intention de traduire Donald Trump en justice, ainsi que Brian Hook et plusieurs autres, Pompeo et d'autres encore. Le défunt président iranien Raisi l'a même déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies. L'Iran est fermement décidé à les amener devant la justice. Et cela va vraiment arriver. Mais ce n'est pas seulement une affaire du corps des gardiens de la Révolution ou du gouvernement. On ne parle pas ici de l'appareil d'État, ni du gouvernement, ni des forces armées. Nous parlons de millions de personnes en colère. Des campagnes publiques et populaires ont déjà été lancées aux États-Unis pour traquer Donald Trump et plusieurs autres par le peuple lui-même. Ces appels viennent de la société. Si vous vous déplaciez à travers Téhéran, comme ou aujourd'hui à Machhad, pendant les cortèges funéraires, vous auriez vu des drapeaux rouges partout. Même en Irak, à Najaf, à Karbala, partout, les gens portent des drapeaux rouges. Ces drapeaux ne symbolisent pas seulement la vengeance pour une seule personne. Ils ont des racines historiques très profondes, qui remontent à 14 siècles à l'histoire de Karbala et au troisième imam chiite.
Ceux qui ont tué cet imam il y a 14 siècles sont évidemment morts depuis longtemps. Mais les gens brandissent encore ce drapeau rouge. Ça veut dire qu'ils défendent la justice et qu'ils veulent se venger de l'oppresseur. Donc, peu importe ce qui arrive à l'autre camp, cette vengeance continue. Elle ne s'arrêtera pas simplement en traquant Donald Trump. Elle continuera jusqu'à ce qu'il puisse repousser complètement l'ennemi, neutraliser ses menaces et traduire tous les responsables en justice. Alors, que vous soyez Donald Trump ou un militaire qui a ordonné le bombardement de l'Iran et de civils iraniens, ça ne change rien. Et ces civils, ce sont des populations ordinaires dans les écoles, des garçons et des filles. Ou bien, vous avez été responsable des missiles Tomahawk qui ont frappé un club de sport ici, en plein centre de l'Iran. Aujourd'hui, tout le monde en parle, dans les médias, dans la rue, partout. Jusqu'où cela doit-il aller? Qui doit être inclus? Mais j'aimerais aller au-delà de cette logique et parler des émotions des gens. Les sentiments sont très forts, pas seulement en Iran, mais dans toute la région. Vous avez vu les images d'Irak hier. Des millions de personnes ont participé au cortège funèbre dans 2 villes. 11 provinces ont même été fermées pour permettre le déroulement de la procession. Et là, on pouvait le voir clairement, les gens sont en colère. Ce sont des Irakiens, pas des Iraniens. Ils sont furieux. Ils brandissent des drapeaux rouges avec des inscriptions qui disent « Vengeance ». Alors ça veut dire que cette vengeance n'est pas uniquement dirigée contre Donald Trump. Oui, il est au centre, bien sûr. Ses compagnons à la Maison-Blanche et ailleurs, ceux qui le soutiennent dans cet homicide contre l'Iran, oui, évidemment. Mais tuer un jurisconsulte, là on ne parle pas seulement d'un dirigeant politique. Vous avez tué une haute autorité religieuse, une figure majeure de la communauté chiite dans le monde entier. Et les chiites vivent partout. Donc si les Américains, les militaires américains sont maintenant tous en danger, c'est parce que les émotions sont à leur comble. Et quand ça arrive, ils ne se demandent pas est-ce qu'il soutient Donald Trump ou pas. Vous voyez, il y aura de la tension dans toute la région et même au-delà. Et vous verrez des affrontements, vous verrez des morts, des tueries. C'est pour ça que je pense que Donald Trump a trahi sa propre nation, ses propres entreprises, dans la région, son propre peuple, qui vit au Moyen-Orient, avant même les autres, vous voyez. Alors les gens sont en colère, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan. Partout, les gens sont furieux. Ils admirent l'Iran et réclament vengeance. Donc oui, ce sont ces gens-là. La cible principale, c'est Donald Trump et ses alliés à la Maison-Blanche. Mais malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là, à cause du comportement de Donald Trump. Il méprise tout le monde. Vous voyez le genre de langage qu'il utilise contre la nation iranienne et contre les négociateurs iraniens. Il a insulté les Iraniens. Forcément, tout le monde va être en colère. Et ce n'est pas seulement l'Iran. On parle ici de la communauté musulmane. Donc ce que vous avez vu, ces drapeaux rouges, ça va bien au-delà, enfin le sens va bien au-delà de Donald Trump lui-même. Donald Trump, oui, c'est la cible principale, et tout le monde va s'en prendre à lui. Et je pense que s'il vit assez longtemps, il cherchera à échapper à la justice, mais avec beaucoup de peur, une peur profonde, viscérale. Parce qu'en ce moment, les gens réfléchissent à la manière dont ils peuvent atteindre Donald Trump. Et quand je dis les gens, je ne parle pas du gouvernement. Des acteurs indépendants, un peu hors contrôle. Oui, oui. Vous avez vu des milliers et des milliers de ces drapeaux rouges. Beaucoup d'autres n'en portaient pas, mais ils ressentaient la même chose. C'est clair, les Iraniens se sentent profondément insultés et blessés, parce qu'il s'agit du guide suprême. Ce n'est pas comme pour n'importe qui d'autre. Ce n'est pas seulement parce qu'il était un dirigeant politique,
mais aussi parce que le peuple l'aimait, vraiment. Alors tout le monde a l'impression d'avoir perdu quelqu'un de cher, un proche, un membre de la famille, et ils veulent se venger. En fait, ce genre de mouvement ces derniers jours a vraiment changé le ton. Vous voyez, le discours est en train d'évoluer. Il ne s'agit plus seulement de battre les États-Unis dans la guerre, mais aussi de vengeance, de se venger de Donald Trump et de ses alliés. Est-ce que l'Iran a déjà tenté de tuer Trump, comme le ministère de la Justice l'a affirmé dans plusieurs affaires? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Croyez-le ou non, les États-Unis, c'est un territoire immense. Et si des milliers de migrants illégaux peuvent traverser la frontière depuis le Mexique ou d'ailleurs, alors 1, 2, 10, 100 personnes, ça ne ferait aucune différence. On peut entrer aux États-Unis assez facilement. Et s'ils avaient voulu infiltrer les plus hauts niveaux, je ne sais pas, les bureaux, les institutions là-bas, ils auraient pu le faire. Mais je pense que ça finira par arriver, peu importe qui s'en charge. Le peuple, le public ou le gouvernement, je ne sais pas. Mais je crois que la situation sera différente à partir de maintenant et que ça va se produire. Je ne pense pas que ce soit déjà le cas, ni qu'un effort ait été fait dans ce sens. Ils utilisent souvent ce genre d'histoire pour faire avancer leur propre agenda. On l'a vu encore et encore au cours des 20 ou 30 dernières années. On a vu des accusations qu'on tournait en dérision, mais que les Américains utilisaient comme prétexte en réalité pour imposer des sanctions ou lancer une campagne de discrédit ou quelque chose du genre. Bref, non, pas encore, mais ça viendra. Pensez-vous que les négociateurs ont été naïfs et qu'ils ont abandonné trop tôt l'avantage qu'ils avaient avec le détroit d'Ormuz en signant le protocole d'accord? Eh bien, ce n'est un secret pour personne que j'ai été un critique de ce protocole d'accord, clairement. Parce que je pensais que l'Iran aurait pu obtenir beaucoup plus s'il avait poursuivi la guerre encore quelques mois, bien sûr, et gardé le détroit fermé. Même Donald Trump l'a reconnu. Il a dit qu'à la fin du mois de juillet, les réserves de pétrole des États-Unis seraient épuisées et tomberaient à des niveaux très dangereux. Et si l'Iran avait continué à garder le détroit fermé un mois de plus, juste un mois après juillet, puisque tout avait vraiment commencé fin juin, puis avait rouvert le détroit, eh bien je pense que c'est ce qui aurait dû se passer. Et je pense que ça va se reproduire. Mais malgré tout, nous restons des experts. On parle de la façon dont on pense à partir des informations et des analyses dont on dispose. Mais eux, ce sont des hauts responsables du gouvernement. Ils ont accès à énormément d'informations, de renseignements et à une grande variété d'analyses. Donc ce sont eux qui prennent les décisions. Une fois la décision prise, tout le monde la soutient, mais tout le monde attend des résultats. Et maintenant qu'il n'y en a pas et que les Américains violent chaque point de l'accord, l'opinion publique exige que le gouvernement iranien, l'armée et tout le monde adoptent enfin une position ferme face aux États-Unis. La vengeance, c'est une partie de l'histoire pour venger le guide suprême. L'autre partie, c'est battre les Américains et oublier le protocole d'accord, surtout après que Donald Trump a dit que ce protocole était parti en fumée. Alors, très bien, si les États-Unis veulent relancer le combat et reprendre la guerre, eh bien le peuple crie dans les rues de Téhéran, de Homs, de Mashhad, des millions de personnes, pas seulement pendant la procession funéraire. Chaque soir, depuis 4 mois, des millions de gens se rassemblent dans les villes, les villages, les bourgs, pour réclamer la même chose, que l'Iran prenne des mesures plus fermes. Et ça va se produire, maintenant que Donald Trump veut reprendre la guerre.